Très, très brièvement, parce que j'ai pas mis mes lunettes, très brièvement, nos derniers invités de la journée. Laurent Cortési-Blandin, qui est un étudiant que je co-dirige d'ailleurs, Laurent, qui est en train de faire sa thèse sur la détresse et le suicide, les comportements suicidaires chez les premiers répondants, paramédics essentiellement, qui est accompagné aujourd'hui de deux invités que moi, j'avais pas eu le plaisir de rencontrer. J'espère qu'on aura l'occasion de se recôtoyer dans le cadre des travaux de Laurent et puis des travaux que vous faites, qui vont nous parler aussi, j'imagine, de l'expérience que vous avez dans vos milieux de travail. Donc, je vais leur laisser la parole. Vous avez 1 heure en tout. On se garde une petite période de questions pour la fin, ou est-ce que vous préférez que ça soit au fur et à mesure? Vous pouvez nous interrompre s'il y a quelque chose, mais... À la fin plutôt? On va faire comme on a fait pour le restant de la journée. Questions pour la fin. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je vais commencer par faire un petit plan de la présentation. Je vais commencer par vous faire un survol de la littérature scientifique qui porte sur les comportements suicidaires chez les techniciens ambulanciers paramédics. Par la suite, il y a mon collègue Jean-François Brodeur qui porte fièrement l'uniforme de paramédic, qui va vous parler un peu du processus suicidaire, selon lui, qui traverse les paramédics. Et finalement, Stéphanie Paquette, qui est travailleuse sociale et directrice clinique dans une ressource spécialisée pour le personnel de la sécurité publique, la maison de thérapie La Vigile. Avant de commencer, je vais laisser Jean-François vous parler un peu rapidement de qu'est-ce que le métier de paramédic au Québec pour peut-être démystifier certaines conceptions du métier. Ça va, ouais. Bon. Donc, bonjour tout le monde. Jean-François Brodeur, paramédic à la Corporation d'urgence santé, donc ici à Montréal, là, depuis une vingtaine d'années. Les paramédics au Québec, on est grosso modo près de 5000 travailleurs, en fait, là, paramédics. Un ratio d'environ 75 hommes, 25 femmes. Là, donc, rien d'étonnant. Une profession à prédominance masculine, quoique prédominance masculine modérée, là, dans le sens que on n'a pas la perception... On a la perception que c'est moins macho que d'autres milieux à prédominance masculine. C'est des gens qui sont plus vers l'écoute, l'entraide. Donc, il y a un profil qui fait que c'est relativement modéré. Le nombre de femmes est en augmentation tranquillement dans notre profession. Là. Je pense que c'est rien d'étonnant. La formation des paramédics, en fait, c'est une profession qui n'en est même pas une techniquement. On n'est pas professionnel de la santé au sens propre, mais ça reste une profession qui est très jeune, qui a une histoire assez récente. Depuis une dizaine d'années environ, les gens qui pratiquent maintenant ont des DEC. Anciennement, on avait des AEC, donc des attestations d'études collégiales, qui étaient plutôt autour de 1000 heures là, de formation spécialisée. Puis, on a encore quelques gens avec beaucoup d'expérience qui avaient plus des formations autour de 150-300 heures là, comme formation d'origine. Évidemment, là, les gens ont été mis à jour tout ce temps-là et l'expérience et la formation ont suivi. Puis on a depuis quelques années, environ là, 3 ans, là, des cohortes qui commencent à sortir d'une majeure, en fait, en soins préhospitaliers d'urgence, donc une formation universitaire de 2 ans, qui est nos paramédics de soins avancés. C'est quelque chose qui est encore très... je ne suis pas sûr qu'on en a 50 là, en province, déployé pour l'instant essentiellement à Montréal. C'est un nouveau processus qui s'installe. Les horaires des paramédics, c'est quelque chose qui est relativement variable. On n'a pas d'horaire en rotation. Par contre, c'est des horaires, autant des journées de 8 heures, de 10 heures, de 12 heures. On a des débuts de corps essentiellement toutes les demi-heures ou les heures de la journée. Là. Il n'y a pas des débuts puis des fins à 7 heures, 3 heures, 23 heures, là, comme d'autres services. Donc, on est assez isolé. Puis bon, vous comprenez différents impacts que ça peut avoir. Là. On est assez isolé dans nos débuts de corps, nos fins de corps. Tout ça pour suivre évidemment une courbe d'appel. Parce que malgré qu'on soit un service d'urgence, notre structure n'est pas installée, exemple, comme un service d'incendie qui est là pour être au cas où qu'il se passe quelque chose. Nos modèles sont plus calqués, puis on en parlait un peu ce matin, là, quasiment des modèles de chaîne de montage. Là. Donc, on sait qu'à 9 h le matin, statistiquement, dans les 6 dernières années, j'ai tant d'appels qui rentrent, donc ça me prend tant de ressources. Donc, on est toujours à côté, dans le fond, sur les courbes d'appels. On a aussi encore ce qui existe, ce qu'on appelle des horaires de faction. Donc, c'est un modèle qui date d'assez longtemps, où dans des régions éloignées, il y avait 3-4 appels par semaine. Bien là, on avait des paramédics qui étaient de garde 24/7, là, donc 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Ils se rendaient faire l'appel, ils revenaient chez eux ou revenaient à leur autre travail. C'est un modèle qui existe encore, qu'on tend à essayer d'éliminer parce qu'on s'entend que
de plus en plus, les horaires de faction, ça génère que les gens font parfois des 12 heures, des 14 heures, jusqu'à 16 heures de travail sans pause, donc consécutif, pendant plusieurs journées d'affilée. Donc, c'est un modèle qu'on essaie de faire tranquillement disparaître, là, mais financièrement, ce n'est pas nécessairement évident. Autre particularité à connaître de notre milieu, on est tous gérés par le ministère de la Santé, qui découpe le territoire, mais qui remet des permis de compagnie ambulancière à des entreprises privées, pour la plupart. Donc, on est finalement des sous-contractants de l'État. Le gouvernement négocie certains volets au niveau des conventions collectives. Les compagnies en négocient certains. Les compagnies négocient avec le gouvernement le financement puis leur marge de profit, évidemment, qui va avec tout ça. Donc, c'est une structure administrative assez complexe. Il y a aussi la Corporation d'urgence santé, qui là, est une société d'État là, à part entière, où on est carrément financé évidemment par le gouvernement, mais géré par le gouvernement. Et on était même une agence de santé là, pendant longtemps. Donc, c'est un peu la structure administrative particulière là, qu'on a chez nous. Je pense que ça adresse pas mal. Au niveau du profil peut-être psychologique des individus, je vous le résume là, avec ce que j'ai entendu depuis les derniers jours. On est exactement au mi-chemin entre un policier et une infirmière. C'est aussi simple que ça, dans le sens qu'on est des gens d'action, des gens de décision rapide, les côtés impulsifs qu'on voyait avec les policiers un petit peu, les premiers répondants. Il y a tout le côté relation d'aide aussi, qui fait qu'on a beaucoup, nous autres aussi, comme on l'entendait ce matin là, avec Mme Alderson, entre autres, toutes les frustrations d'avoir l'impression de mal faire le travail parce qu'on ne laisse pas le faire le travail. Donc, on a vraiment un mi-chemin au niveau de notre profil, je pense, psychologique ou de travail. Là. Je me retrouvais bien, en tout cas, dans les différentes conférences qu'on a entendues là, dans les derniers jours. OK, merci. OK, sans plus tarder, allons-y avec mon petit aperçu de la littérature scientifique sur les comportements suicidaires chez les techniciens ambulanciers paramédics. Première chose à dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de documentation qui existe sur le sujet. En commençant par les décès par suicide, au Canada, jusqu'à très récemment, il y avait un organisme qui donnait du soutien au personnel de la sécurité publique au Canada. Par contre, récemment, il a fermé ses portes. Toutefois, ce qu'il faisait, c'est qu'il compilait systématiquement à chaque fois qu'on lui rapportait le suicide d'un membre du personnel de la sécurité publique et ils établissaient les taux selon la taille de la population du personnel de la sécurité publique au Canada. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en 2015 et 2017, les taux de suicide chez les 33 500 paramédics au Canada, c'était environ 4 fois celui de la population générale canadienne. Il y avait des chiffres pour 2018, mais l'organisme a fermé ses portes avant que je puisse les télécharger, malheureusement. En Australie aussi, il y a une étude où on a systématiquement analysé tous les dossiers du coroner suite au décès d'un premier répondant. Et c'était entre les années 2001 et 2012. Et ce qu'on remarque, c'est que le ratio de risque était 2 fois plus élevé de décédés par suicide chez les paramédics comparé aux autres travailleurs australiens. Aussi, il y a une autre particularité qu'on a remarquée, c'est si, par exemple, chez les policiers, il y avait une proportion accrue d'utilisation d'une arme à feu comme l'arme de service pour mettre fin à ses jours, bien, chez les paramédics, c'était l'utilisation accrue de médicaments, ce à quoi ils ont accès dans leur matériel de travail. Maintenant, encore une fois, très peu de littérature sur les facteurs de risque et de protection du suicide chez les paramédics spécifiquement, mais il y en a pas mal plus sur les autres premiers répondants comme les policiers et les pompiers. Par contre, selon une étude norvégienne de 2008, on a remarqué que l'épuisement émotionnel, le harcèlement au travail, c'était des facteurs de risque qui avaient une contribution unique sur les idéations suicidaires récentes des paramédics. Aussi, ce qu'on a observé chez les autres premiers répondants, c'est le stress professionnel, stress post-traumatique, la consommation problématique de substances, l'accès aux moyens létaux, puis les horaires atypiques de travail qui sont parfois imprévisibles. On peut soupçonner qu'ils sont aussi des facteurs de risque chez les paramédics, mais on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas encore nécessairement d'études qui ont été conduites sur le sujet. De façon générale, la littérature sur les facteurs de protection, elle est plutôt absente. Par contre, on peut poser l'hypothèse comme quoi le soutien des collègues, les stratégies d'adaptation variées pour faire face aux stresseurs quotidiens et le sentiment d'appartenance à l'organisation de travail pourraient constituer des facteurs de protection, c'est-à-dire en présence des facteurs de risque que je viens de vous nommer, la relation avec la probabilité d'avoir des idéations suicidaires sérieuses ou une tentative de suicide serait amoindrie ou annulée.
Les constats qu'on peut faire, c'est que les paramédics forment un groupe de travailleurs à risque de suicide. Les facteurs de risque et de protection, ils sont mal connus. Et aussi, il semble, à ma connaissance, qu'il n'existe pas d'intervention spécifique à la prévention du suicide pour cette population-là, contrairement à d'autres premiers répondants comme les policiers et les pompiers. Ça, c'est ma connaissance de la littérature scientifique. Je n'ai pas fait d'examen rigoureux de la littérature grise sur le sujet, par contre. Maintenant, je vais vous présenter un projet qui a lieu au CRIS, qui constitue en fait ma future thèse de doctorat. Et le projet a comme objectif d'identifier les facteurs de risque et de protection associés au comportement suicidaire des paramédics au Québec et aussi de faire des recommandations pour la prévention. En fait, c'est une collaboration entre le CRIS et la Fédération de la santé et de Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la Confédération des syndicats nationaux, qui est dans le fond le plus grand syndicat dans le secteur préhospitalier au Québec. Le projet constituait à distribuer un questionnaire en ligne à 2100 des paramédics syndiqués à la FSSS-CSN. Et le questionnaire il était complètement anonyme, hébergé sur une plateforme très sécurisée d'un serveur de l'UQAM. Le questionnaire, il comportait des items sociodémographiques, des items qui étaient spécifiques au travail et à la formation des paramédics, comme le type de formation, l'horaire travaillé, le type d'employeur, etc. Il y avait aussi plusieurs items qui portaient sur les facteurs de risque et de protection dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et naturellement des questions sur l'historique de comportement suicidaire. Il a été fermé très récemment, les résultats sont tout frais, là. Donc, aujourd'hui, je vais seulement pouvoir vous présenter des résultats très descriptifs, quelques différences de groupes que j'ai essayé d'identifier. Par contre, les modèles plus complexes pour identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection, ça va venir plus tard et j'espère un jour vous les présenter. C'est ça. Donc, l'échantillon comportait 357 répondants. C'était majoritairement des hommes d'une moyenne d'âge de 35 ans et une moyenne d'années d'expérience de 11,8 ans. C'était majoritairement des gens en couple, mariés ou non. Et le type de formation, ça variait, mais la majorité avait le DEC ou la reconnaissance des acquis qu'on peut ajouter, par exemple, à la formation de 150 heures, dont Jean-François vous a parlé un peu plus tôt. La majorité travaillait dans le secteur privé, ensuite coopératif, public, ça c'était l'urgence santé, et des organismes à but non lucratif. La majorité des gens avaient un horaire régulier, surtout de jour, de nuit. Il y en avait quelques-uns qui avaient l'horaire de faction, d'autres l'horaire moitié-moitié, donc moitié à l'heure, moitié faction. Il y en avait 8,7 % qui étaient en arrêt de travail au moment où ils ont répondu au questionnaire. Une question supplémentaire nous a permis de voir que c'était distribué comme un tiers, c'était pour une raison de santé physique, un tiers, une raison de santé mentale. Ensuite, il y avait d'autres raisons, mais c'était surtout lié à la maternité-allaitement. Maintenant, voici les résultats sur l'historique de comportement suicidaire. Donc, la proportion de personnes qui ont rapporté avoir des idéations suicidaires sérieuses à vie montait à 33,9 %. Je vous donne quelques études dans lesquelles on a posé des questions similaires à des premiers répondants ou à la population générale au Québec pour donner une idée de où se situe cet échantillon-là. Cette proportion est comparable à celle identifiée chez les paramédics canadiens dans une étude assez récente de 2018 qui s'est faite dans un autre échantillon de convenance, mais cette fois-ci à grandeur du Canada. Ensuite, on a posé des questions pour savoir si les idéations suicidaires sérieuses avaient commencé avant ou après la diplomation. Donc, après diplomation, ça correspond à les idéations suicidaires sérieuses en carrière. Et cette proportion montait à 27 % environ. Fait intéressant, parmi les 97 personnes qui rapportaient les idéations depuis la diplomation, il y en avait quand même près du tiers qui avaient vécu des idéations suicidaires avant la diplomation. Donc, la problématique existait déjà avant la diplomation. Ensuite, dans la dernière année, la proportion montait à 13,2 %, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on observe au Québec dans la population des travailleurs âgés de 15 ans et plus, qui est à 2,6 % selon l'Institut de la statistique du Québec. Et c'est comparable aux paramédics canadiens
l'étude que je viens de vous rapporter. Concernant les tentatives de suicide, la proportion à vie est de 7 %, ce qui est cette fois-ci beaucoup plus élevé que ce qu'on a observé chez les paramédics canadiens. En carrière, la proportion était de 3,6 %. J'ai trouvé une étude américaine qui a posé environ la même question, mais cette fois-ci, la proportion, c'était 15,5 %, donc beaucoup plus élevé que ce que nous, on a observé. Par contre, la façon qu'ils ont posé la question dans le questionnaire, ça, j'y ai pas eu accès. Peut-être que ça donnait place à une évaluation plus grande de ce qui est une tentative, plus inclusive de ce qui est une tentative de suicide. Je ne sais trop. Maintenant, cette fois-ci, sur les 25 qui ont rapporté une tentative de suicide en carrière, il y en a 7 qui ont rapporté aussi avoir fait une tentative de suicide avant la diplomation. Puis il y en a 8 qui rapportent avoir eu des idéations suicidaires avant et après la diplomation. Donc, chez ces gens-là aussi, la problématique existait avant la diplomation. Cette fois-ci, dans la dernière année, la proportion qu'on a observée est beaucoup plus élevée que ce qu'on a observé chez les travailleurs québécois de 15 ans et plus et chez les paramédics canadiens. Maintenant, on a posé des questions sur les moyens qui ont été envisagés par ceux qui ont eu les idéations suicidaires sérieuses et qui ont fait une tentative, et aussi sur les moyens qui ont été utilisés lors de la tentative. Rapidement, ce qu'on remarque, c'est que, bon, en première position, on voit que la pendaison et les médicaments ont été le plus envisagés parmi l'ensemble des moyens. Sauf quand on remarque ce qui a été tenté, c'est seulement la médication qui arrive au premier rang. Il y a d'autres curiosités. Par exemple, très peu de personnes ont nommé se sectionner les veines. Par contre, N égale 4. Par contre, il y en a 6 qui l'ont fait. Puis quand on observe les données elles-mêmes, on remarque qu'il n'y en a que 2 qui ont envisagé le moyen, qui font partie des 6 qui l'ont utilisé lors de la tentative. Peut-être que ça pourrait être expliqué par des tentatives de suicide plus impulsives où on n'a pas nécessairement envisagé le moyen avant de le faire puis que ça a été fait sous le coup de l'impulsivité. C'est pour ça que les personnes n'ont pas envisagé le moyen, mais l'ont utilisé. C'est une hypothèse. Maintenant, j'ai investigué quelques différences de groupes. Et ce qu'on remarque, c'est que les idéations suicidaires à vie et en carrière sont davantage retrouvées chez les hommes. Par contre, il n'y a pas de différence significative au plan de la tentative de suicide. Dans la population générale, on sait que c'est davantage de femmes qui vont rapporter avoir fait des tentatives de suicide que les hommes. Ici, ce n'est pas le cas. Aussi, avec mes collègues, on s'est posé la question s'il y avait eu davantage de soins médicaux qui avaient été nécessaires suite à la tentative de suicide, c'est-à-dire est-ce que la méthode mettait davantage en jeu l'intégrité physique de la personne, et la proportion était égale chez les hommes et chez les femmes. C'était 60 % avaient eu besoin de soins médicaux suite à la tentative de suicide. Entre les différents groupes d'âge, c'est-à-dire les 24 ans et moins, les 25 ans à 44 ans et 45 ans et plus, aucune différence dans les comportements, dans la prévalence des comportements suicidaires dans la dernière année a été observée. Et on a remarqué des différences si la personne vivait seule ou en couple. Et donc, les idéations suicidaires et les tentatives de suicide à vie sont davantage retrouvées chez ceux qui sont seuls, sans grande surprise. Mais aussi, on a remarqué que la proportion des personnes qui sont seules était presque le double que ceux qui sont en couple de rapporter une tentative de suicide en carrière, sauf que le niveau de significativité était assez marginal avec une petite taille d'effet. C'est ça qui se passe quand on travaille avec des chiffres, avec des petites incidences. Selon le niveau de formation, on a remarqué que plus les gens étaient formés, moins ils rapportaient d'idéation suicidaire en carrière par rapport aux personnes qui avaient seulement l'attestation d'études collégiales ou la formation de 150 heures. Et sinon, au plan des types d'horaires et des types d'employeurs, il n'y a eu aucune différence significative qui a été remarquée. Maintenant, on a posé la question, quand vous avez eu des idéations suicidaires sérieuses, que ce soit des personnes qui ont fait une tentative de suicide ou qui ont seulement eu les idéations suicidaires sérieuses, à qui en avez-vous parlé si vous en avez parlé? Ce qu'on remarque, c'est que ce qui vient en premier, c'est le psychologue ou le médecin, les amis, les conjointes, les collègues, la ressource spécialisée, la vigile, dont on va vous parler un peu plus tard. On remarque que le 1866 s'appel n'était pas très populaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter des raisons un peu plus tard si vous n'êtes pas encore au courant.
Et finalement, il y a près du tiers qui en ont parlé à personne, donc qui vivaient leur quotidien avec leurs idéations suicidaires sérieuses. Je vais terminer avec quelques résultats sur des questions ouvertes qui couronnaient le questionnaire. On a posé des questions sur, selon vous, qu'est-ce qui a contribué à vos idéations suicidaires sérieuses? Selon vous, si vous avez eu des idéations suicidaires sérieuses, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas fait de tentative de suicide? Et selon vous, si vous avez fait une tentative de suicide, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore vivant aujourd'hui? On a aussi posé une question sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévention du suicide. Je vais vous présenter quelques citations. Par contre, ce n'est pas des thèmes qui sont le résultat d'une analyse thématique rigoureuse. Ça, c'est quelque chose qui va être fait plus tard quand on aura le temps de le faire. Juste pour vous donner une idée de comment les gens répondaient. Il y avait pour ce qui était des idéations suicidaires sérieuses, les gens parlaient de problèmes de santé mentale, le trouble de stress post-traumatique, souvent, l'alcoolisme. Il y avait des raisons reliées au travail, la fatigue, le manque de soutien et de reconnaissance au travail. Il y avait aussi des raisons qui n'avaient aucun rapport avec le travail, comme l'orientation sexuelle. Parfois, les gens disaient carrément que les idéations n'avaient aucun rapport avec le travail. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas passé à l'acte malgré les idéations? Sans surprise, il y en a beaucoup qui ont répondu les enfants, conjoints, la famille. Il y en a qui ont répondu des choses par rapport à changer la façon d'aborder l'adversité ou le stress. Et il y a des réponses un peu plus préoccupantes, comme je n'étais pas certain de savoir comment mourir à coup sûr. Donc, on ne parle pas de raison de vivre ici, c'était plutôt des raisons, l'absence de pouvoir passer à l'acte. Ensuite, qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas décédé des suites de votre tentative de suicide? Je suis allé chercher de l'aide au bon endroit, mon conjoint, la vigile, donc aller chercher le soutien social, aller chercher des traitements. Il y en a qui ont parlé de la tentative elle-même. C'était un mauvais dosage, donc la personne n'en est pas décédée. Et finalement, il y en a que, malgré qu'ils auraient pu décéder, ils ont été trouvés au bon moment par une personne qui passait tout simplement sur son passage. Maintenant, à la question, qu'est-ce qu'on devrait faire spécifiquement dans les milieux de travail pour réduire l'incidence du suicide chez les paramédics? Il y en a qui ont parlé de faciliter l'accès au traitement. Beaucoup ont nommé les psychologues. Ensuite, il y en a plusieurs qui ont parlé de modifier l'environnement de travail, que ce soit diminuer la surcharge de travail ou changer un peu les relations de travail qui sont souvent perçues comme tendues. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-François qui va vous parler du processus suicidaire qui opère selon lui chez les paramédics. T'avais-tu une slide pour celle-là, Laurent? Ouais, OK. Donc, effectivement, l'autre volet dont je vais vous parler, c'est un volet très pratico-pratique dans le sens que les experts en santé mentale ici, c'est pas moi. Ce sont vous les experts. Donc, moi, je vais vraiment essayer de vous coller à la réalité de notre travail. Je vais vous laisser le loisir à vous de faire vos corollaires, vos interprétations et tout ça. Moi, dans le fond, je suis représentant syndical. Mon travail au niveau du syndicat, les assises où je peux tenter d'améliorer les choses, c'est surtout sur ça que je me suis concentré, évidemment, là, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Au niveau du syndicat, il y a deux volets où on agit. Il y a un premier volet où ce qui est plus au niveau de la prévention primaire, là, donc trouver les sources des agents stresseurs puis s'y attaquer. Puis évidemment, l'autre volet où on travaille, autant qu'on le fait pour les accidents de travail, mais une fois où une personne est traumatisée au niveau psychologique, comment on peut l'aider, qu'est-ce qu'il y a comme ressources disponibles, quel accompagnement. C'est un peu les deux volets dont je vais vous jaser. Au niveau de la santé mentale, vous le savez, là, on sait que c'est souvent multifactoriel. Ce n'est pas juste un élément, je pense qu'on en a assez parlé. L'élément familial revient souvent. Il y a des métiers comme le nôtre où forcément, en fait, tous les métiers, c'est comme ça, mais chez nous, c'est assez difficile, je pense, de dissocier l'impact du travail sur la vie familiale. On ne se cachera pas, on n'est pas des bébites faciles à vivre, là. Avoir un conjoint, une conjointe qui part le matin avant que les kids se lèvent puis qui ne pourra pas s'en occuper s'ils sont malades, qui ne fait pas de lunch. Avoir un conjoint que tu ne sais jamais à quelle heure il revient le soir. Avoir un conjoint, une conjointe qui ne peut pas passer à la garderie en cours de journée s'il y a un problème parce qu'il ne peut pas s'absenter du travail. Avoir un conjoint, une conjointe qui n'est pas là les fins de semaine, qui n'est pas là à Noël, veut pas, qui travaille sur des horaires et compagnie, puis qui est souvent impatient, souvent psychologiquement un petit peu atteint de sa journée, qui est moins agréable le soir, ça a quand même une lourdeur au niveau d'une vie familiale.
Fait que, tu sais, souvent, quand on a des gens qui ont des fragilités ou des maladies, qu'on tente de faire des liens avec la vie familiale plutôt que le travail, ça demeure, je trouve, des considérations un peu boiteuses parce que l'individu n'est pas dissociable, justement. On est multifacette. Un des gros volets auxquels, comme intervenant syndical, on tente de s'attaquer, puis les intervenants de ce matin ont bien placé la table, on le sait, au niveau psychologique, c'est souvent une goutte qui fait déborder le vase. Dans le type de métier qu'on fait, c'est dur pour nous de prévenir la goutte. Nous, notre travail, c'est d'intervenir. En fait, il n'y a pas que nous, là, on est quelques intervenants comme ça, mais d'intervenir quand plus personne d'autre peut intervenir. Donc, pour nous, tout ce qui est anormal fait partie de notre travail. Des choses qu'on va voir une seule fois en carrière, des choses horribles parfois, mais ça fait partie de notre travail. Donc, cette difficulté-là fait que pour nous, c'est très difficile de faire de la prévention. C'est sûr que si je faisais un seul appel par mois plutôt que 5 appels par jour, je serais mathématiquement moins exposé à ces appels-là, ça va de soi. Mais on s'entend que la charge de travail a un certain impact. Mais là où nous, on essaie de travailler, c'est beaucoup au niveau du vase. Parce qu'on dit souvent que c'est une goutte qui fait déborder le vase. Nous, si on arrive à vider le vase, on se dit qu'on va avoir un petit peu de marge de manœuvre peut-être quand la goutte va arriver pour être capable d'absorber cette émotion-là. La charge de travail d'un paramédic, bien évidemment, est importante. Chacune de nos interventions qu'on fait dans une journée sont assez stressantes. Puis souvent, ce qui se passe, puis particulièrement là, avec les approches Lean et compagnie qu'on voit dans le réseau de la santé, normalement, un intervenant d'urgence, après un appel, va avoir une période de repos. Hein, le pompier, premier répondant, va retourner en caserne, il va avoir une petite évacuation du stress. Bon, pas toujours, là, des fois 2 appels succédents, mais c'est planifié avec des périodes de repos. Dans notre cas, évidemment, c'est appel par-dessus appel. Même la notion de point d'attente ou de stand-by, c'est des concepts qui sont rendus très théoriques pour nous. Là. On fait presque plus de stand-by tellement que les appels s'accumulent. J'avais prévu faire un petit peu un listing des appels qu'on fait dans une journée, un peu qu'on perçoive un peu c'est quoi nos éléments stresseurs. Parce que l'idée, puis on le sait, le vase est rempli, puis le vase est souvent rempli de choses un peu insignifiantes, mais il déborde pareil. Fait qu'une journée d'un paramédic, c'est pas compliqué. Là, on se pointe au travail, dans mon cas, là, c'est à 5h45 le matin. Donc, on part de la maison avant 5h. Si on veut sauver le trafic, on s'est levé vers 4h. Fait qu'on s'imagine à quelle heure il faut que je me couche le soir. Là. Fait que je suis pas super agréable pour ma blonde en fin de soirée. Elle écoute pas mal la télé tout seul, je me couche de bonne heure. Donc, on arrive au travail donc très tôt. Rapidement, évidemment, on débute notre quart de travail. Les appels attendent après nous. Là. Fait qu'on ne se casse pas la tête. Là. Dès qu'on se met disponible dans le système informatique, on reçoit les affectations. J'ai-tu vu un doigt levé? Non? OK. Donc, ce matin-là, à titre d'exemple, dans mon exemple concret, premier appel qu'on a, c'est un appel en CHSLD pour une résidente là, qui a une fracture de hanche. On a entendu parler un petit peu de nos réalités CHSLD ce matin. Bien, nous, on en vit un peu les contre-coups. Hein, c'est nos classiques, ça, du matin, nos petites fractures de hanche du CHSLD, parce qu'évidemment, de leur côté, pénurie de ressources. Fait que si on veut réussir à coucher nos 30 résidents avant 9 h le soir avec 2 préposés, il faut commencer à les coucher vers 6 h dès qu'ils finissent de souper. Évidemment, la personne qui est un petit peu confuse en CHSLD, bien, ça se peut qu'elle se relève parce qu'elle n'a pas le goût de se coucher à 6 h, mais elle n'a pas le choix parce qu'il faut qu'elle se couche à 6 h, sinon, je n'aurais pas fini à 9 h de coucher les autres. Un petit peu d'agitation, un petit peu d'agressivité, bien, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça? Bien oui, il y aurait le côté relationnel, humain, s'asseoir puis jaser, mais on n'est pas capable. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Bien évidemment, les narcotiques et compagnie. Donc, nos pauvres personnes âgées en CHSLD reçoivent de la médication pour les knocker un peu. Le problème, c'est qu'ils vont pareil se réveiller vers minuit, vers 1 h. Ils n'en ont pas besoin de sommeil de 14 heures par nuit, nos personnes âgées. Donc, quand ils vont se lever, ils vont chuter, ils vont se blesser parce qu'on gonzo ces médicaments, ils vont se briser la hanche. Donc, ce que les gens vivaient ce matin en CHSLD, cette frustration-là de ne pas avoir l'impression de faire bien le travail, bien, pas nous, on les reçoit, ces patients-là, où effectivement, malheureusement, le système a abandonné ces patients-là. Puis je dis que le système les a abandonnés parce que c'est ça, hein, une fracture de hanche, une personne de CHSLD, on ne se fera pas de cachette, là. Le pronostic vital, 0,6 mois, il est vraiment mauvais pour les gens de CHSLD parce qu'évidemment, fracture de hanche dit chirurgie, dit réadaptation, réhabilitation, on n'a pas les ressources, ils vont rester alités, ces personnes-là. Fait que dans 6 mois, la plupart vont être décédés d'une infection pulmonaire ou autre. Fait qu'on le sait, ça, ces appels-là, on les voit. Quand on parlait un petit peu hier, là, j'en ai glissé un mot, mais souvent, c'est les appels banals qui nous affectent. Bien, ça en fait partie, ces appels-là plus banals, où la famille est là, la famille espère don, sont tout contents, on va à l'hôpital, on va aider grand-maman, on va la faire opérer, mais nous, on le sait bien, là, que
Elle vient de signer son arrêt de mort, cette patiente. Fait que ça fait partie de nos petites frustrations. Bref, c'est un appel qui demeure facile d'un point de vue médical pour nous. Là. On en fait, bon, c'est facile à gérer comme intervention, hormis le volet psychologique. On embarque notre patient, on se met en direction dans nos belles rues de Montréal, hein, chaque petite bosse, la fracture de hanche qui fait cring-cring avec les os qui frottent ensemble. Je ne vous dis pas les cris horribles que cette pauvre patiente-là va nous crier. Puis là, nous, on est au volant, on veut ralentir, pas que ça brasse, mais c'est peine perdue, là, on est à Montréal. Donc, on veut ralentir, pas que ça brasse, on bloque le trafic, là, les gens sont fâchés après nous, les gens nous coupent, le stress monte, la pression monte, la madame crie. On se charge d'émotions qui sont des émotions systémiques, là. On n'a pas vraiment besoin, mais on est comme pogné avec. C'est rien de gros, mais ça s'accumule dans notre vase. Bref. Donc, on finit à l'hôpital avec ce patiente-là, est pris en charge. Dès qu'on sort de là, évidemment, là, même pas le temps de grignoter une petite pomme, quelque chose, on repart pour une deuxième intervention. Laquelle je vous ai choisi cette fois-là? Un arrêt cardiaque. Ça aussi, on en a quand même quelques-uns. Ça fait malheureusement partie de notre travail, effectivement. Là, la vie est une maladie chronique, là, fait qu'on finit tous là. Donc, on se fait affecter sur un arrêt cardiaque, 30 minutes de route, hein, c'est normal, on est à 8h30, 9-10h le matin, on est dans le trafic. On est correct, les premiers répondants du CIM vont arriver 5 minutes après le début de l'appel parce qu'évidemment, ils sont proches et bien financés. Donc, on arrive, nous, après 30 minutes, la sirène dans le tapis, on essaye de se rendre, on pousse les gens dans le trafic, encore là, du stress, hein, on a peur de frapper des gens, on a un véhicule qui pèse 15 000 livres, là, ça ne pardonne pas quand ça accroche quelqu'un. On est dans les heures de trafic, il y a beaucoup de vélos et compagnie, on est large. Bref, vous avez déjà croisé des ambulances sur la route, vous savez ce que ça a l'air. Puis là, à chaque lumière, on pousse le monde, la chicane pogne, les gens, on finit qu'on a quasiment après l'impression qu'ils nous coupent. Là, on finit par être fâchés après eux autres, alors que c'est pas de leur faute, on le sait bien, mais dans l'émotion du moment. Fait qu'encore là, un petit build-up de stress qui arrive. On arrive sur notre arrêt cardiaque, ça fait 25 minutes, les pompiers massent, puis ils font un travail impeccable. Les premiers répondants, ils font une belle job. Là. C'est une belle chaîne, un beau maillon de notre chaîne de survie, mais 20 minutes, une demi-heure de RCR, même dans le meilleur des mondes, là, on sait très bien quel va être le pronostic vital de ce patient-là. Fait qu'on en prend en charge, on fait ce qu'on peut, on l'emmène à l'hôpital, mais on sait bien que dans le fond, le temps, encore là, a probablement abandonné un petit peu ce patient-là. Puis on parlait entre autres hier de sentiments d'impuissance, de sentiments... On les retrouve un petit peu toutes ces choses-là. Puis, oui, ça fait partie de notre travail, c'est normal. La famille pleure, bien oui, on va faire ce qu'on peut, on va essayer. On essaye de probablement commencer leurs premiers soins psychologiques à eux autres mêmes avec nos 8 étapes, mais sans même le savoir que c'est ça qu'on fait, là, pour les faire cheminer tranquillement. Mais donc, c'est un autre appel de stress qu'on va avoir. Donc, notre petit vase, il se remplit. Mais là, c'est pas si mal. On devrait être bon pour avoir un break. Là. Il approche 11h, c'est l'heure de luncher. Fait que, j'ai mangé à 4h30 le matin. Fait que rendu à 11h, c'est peut-être le temps d'aller manger. Ça va faire du bien, 6-7 heures sans manger. Bien, malheureusement pas. Il y a un autre appel d'urgence qui survient. Parce qu'évidemment, le lunch, c'est un concept facultatif. Dans le sens que la vie des gens passe avant notre repas. Puis, en théorie, c'est normal. En pratique, c'est sûr que ça s'ajoute encore à notre petit vase qui se remplit. Prochain appel, quelque chose de plus banal un peu, qui rentre comme un appel d'urgence. C'est une dame qui s'est rendue faire du shopping au centre d'achat. Grosse douleur abdominale vraiment intense. Fait qu'elle est allée voir son médecin. Le médecin observe la patiente, puis bon, des examens diagnostiques qu'il ne peut pas faire. Il demande de se rendre à l'hôpital. Elle rembarque dans sa voiture, puis elle réalise qu'il n'y a pas de parking à l'hôpital. Elle se rend chez eux, remonte au 3e étage, puis elle nous appelle. Fait que nous, on arrive là chez cette pauvre patiente-là qui, à bout de ressources, a fait le choix de retourner chez elle, d'appeler l'ambulance parce que son système de santé comprend un service de transport, puis c'est correct, c'est pas de sa faute. Mais nous, on arrive là, on évalue cette patiente-là qui a marché, qui a conduit, qui a cheminé. Bien, dans nos protocoles d'intervention, parce qu'on n'est pas une profession, puis on est géré par des systèmes de santé qui veulent être sûrs de prendre évidemment des risques zéro. Mais moi, cette personne-là, il faut que je la transporte à bras dans les escaliers. Je ne sais pas qui a déjà déménagé un frigidaire ici, là. Ça pèse juste 100 livres un frigidaire. Là. Un patient, ça pèse facilement 200. On rajoute la chaise, l'équipement, l'escalier en plein hiver. On le sait qu'en évacuant cette patiente-là, si on ne se blesse pas, on se crée des micro-traumatismes. On sait que c'est probablement un petit peu inutile parce que ça fait une demi-heure qu'elle marche et qu'elle conduit, mais je n'ai pas le droit de l'évacuer autrement. L'encadrement, l'autonomie, comment vous disiez ça tantôt? L'autonomie dirigée? L'autonomie contrôlée fait en sorte que je suis autonome de la descendre à bras, cette patiente-là, puis de me diriger vers l'hôpital. Donc, encore là, des petits stress banals, mais qui s'additionnent à notre charge de travail, notre modèle Lean, notre modèle... Pour vrai, ça connecte vraiment ce que vous nous disiez tantôt, M. Suarez. Donc, mais là, bon, finalement, cette patiente-là finit à l'hôpital. Puis ça va bien. Ça va bien. Cette fois-là, on va l'avoir notre lunch. J'ai rendu 2h, 2h30. J'ai déjeuné à 4h30, mais j'ai mangé une pomme tantôt entre mes 2 appels en route. On avait du temps, 30 minutes de route. Hein. En sortant de notre lunch, on reçoit un appel d'urgence cette fois-là pour un bébé qu'une dame a trouvé sur le perron de sa maison.
Donc, une voisine toxicomane, elle a accouché, elle ne voulait pas garder le bébé, elle a droppé sur le petit perron à côté d'une boîte à souliers. Là, on l'a entendu il y a quelques semaines, cet appel-là, à Laval. Là. Donc, bien évidemment, on ne sait pas combien de temps que le bébé a passé là. La police nous appelle évidemment catastrophe parce que pour eux autres, sont assez découragés d'avoir trouvé ça aussi, ce bébé-là, sur le perron de la dame. On envoie une ressource là. Bon, on fait notre transport, on fait notre travail, mais c'est sûr qu'en sortant de cet appel-là, hein, l'émotion des policiers, on la sent, l'émotion de la famille, notre propre émotion. On a vu les courbes d'âge tantôt. Là, on est tous pas mal à l'âge d'avoir pas mal de la marmaille autour de nous à la maison, donc tous des parents, de la projection qui se passe. Donc, c'est des appels qui sont chargés d'émotions. Normalement, après un appel comme ça, qu'est-ce que ça nous prend? Bien, des périodes de repos, des premiers soins psychologiques. Et non, il y a des appels en attente. Fait que là, on finit notre appel, vite, vite, on fait les papiers. Même pas le temps de faire une déposition à la police, on se reprendra une autre fois. Go, on ressort pour une autre intervention. Parce que notre charge de travail, on l'a vu, ça s'accumule. Puis malheureusement, ils sont tous urgents, les appels. Il n'y a aucune bonne raison que je laisse quelqu'un chez eux, là, dans le sens que j'ai beau, moi, être un peu shaké par mon appel, le besoin de la personne qui appelle le 911, il est réel. Là. Donc, appel suivant, une personne un peu dépressive. Personne suicidaire, un petit peu de violence au téléphone. Donc, on se fait affecter en urgence là-dessus. C'est serré, c'était ma fin de chiffre, mais c'est pas grave, on va faire l'appel. On sait qu'on va finir en retard encore une journée de plus, mais c'est correct. On arrive là-bas, bien évidemment, d'un commentaire qu'on avait, il fallait attendre les policiers avant de procéder, parce qu'évidemment, il y a violence, c'est pas notre mandat. Donc, pour nous, c'est un appel prioritaire. Donc, même si on était en fin de quart de travail, à moins d'une demi-heure de ma fin de quart, on nous avoue là-dessus parce que c'est un appel prioritaire, mais pas pour le service de police. Donc, on arrive là, on se stationne dans un coin de rue, puis on attend la police. Ils font ce qu'ils peuvent eux autres aussi, c'est pas de leur faute. J'ai rien contre ma gang du SPVM, ils sont pas là aujourd'hui. Hein. J'ai rien contre mes collègues du SPVM, mais ils sont débordés eux autres aussi, évidemment, puis c'est pas un appel prioritaire. Fait qu'on attend après eux, on attend après eux, on attend après eux. Puis là, la pression monte, parce qu'on sait que s'il était si grave que ça, on va arriver, on va peut-être être en retard. Puis là, ben c'est plate, mais moi aussi, j'ai ma vie personnelle, là, que ma blonde, elle va encore me faire une petite... avec raison. Elle va être fâchée ce soir parce qu'évidemment, là, j'ai manqué le travail des enfants, j'ai manqué de voir, elle a tout fait ça tout seul, pas capable d'avoir de l'aide. T'sais, on parlait tantôt du contexte familial impacté par ça, on le vit. Là. Les policiers arrivent, on entre avec eux, on prend en charge du patient, ça va bien, encore là, on fait notre travail. On arrive à l'hôpital. Bien, à l'hôpital, il y a un bon line-up. Parce qu'on a beau être des paramédics, s'il y a 14 personnes, 8 personnes arrivées à pied, que ça fait 2 heures qu'ils attendent, évidemment, l'infirmière au triage ne nous prendra pas tout de suite. Là. Donc, des fois, on s'imagine que c'est personnel, on leur en veut un petit peu, là, mais on sait bien que ce n'est pas de leur faute. Tu sais, les patients qui sont pointés là, on a beau faire partie du système, on n'a pas nécessairement de priorité. Fait que moi, je suis là à poireauter à l'urgence, pendant que mon chiffre est fini depuis 1 heure, à attendre de pouvoir trier mon patient, qui de toute façon va finir dans la salle d'attente. Puis vous le savez, malheureusement, santé mentale, il va finir dans la rue demain, là, malheureusement. Fait que, encore là, des choses qui remplissent mon vase. Puis ce que je vous dis là, c'est rien de... Je n'ai pas fait une grosse journée. Là. Je ne vous ai pas parlé des gens enroulés en dessous du métro, encore vivants, qu'il faut que je déroule pendant qu'ils crient. Je n'ai pas d'appels horribles. J'ai des appels relativement banals qui font partie de notre quotidien puis qui remplissent notre vase. Fait que nous, dans le fond, comme organisation, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, de sensibiliser dans le gouvernement, les ressources et compagnie, de dire aidez-nous juste un peu à diminuer notre caseload normal. Fait que ça, c'est un de nos volets. Évidemment, ben, il arrive un moment donné où les gens craquent. Puis là, j'ai l'air un peu pessimiste quand je vous compte ça, mais évidemment, ce n'est pas tous nos paramédics là, qui craquent pour ça, mais la pression s'accumule pour tout le monde. Là. Mais forcément, il y en a sur l'eau que c'est trop, ça déborde, vont consulter. Puis là, c'est encore pire parce qu'on tombe dans les, vous le savez, dans les dédales du système de santé en santé psychologique. Quelle est la porte d'entrée en santé psychologique? Bien, c'est au CLSC. Je m'en vais au CLSC, on me donne un rendez-vous dans 1 an. Non, c'est parce que je suis post-trauma, là. Le rendez-vous dans 1 an, si je suis post-trauma, on a parlé hier, hein, l'efficacité versus les délais de début de traitement. Mais là, on vit ça parce qu'effectivement, l'autre volet que nous, on essaie de travailler puis de sensibiliser les organisations, puis je suis content, Stéphanie va vous en jaser après, mais c'est de mettre en place la chaîne d'intervention aussi pour nos intervenants, mais à tous les niveaux. Fait que de plus en plus, certaines compagnies ambulancières mettent en place des PAE. Mais bon, on sait que les PAE, ça vaut ce que ça vaut pour ce qui est des post-traumas, de la thérapie cognitivo-comportementale et compagnie. C'est rarement le mandat d'un PAE. Il y a des compagnies qui tranquillement mettent en place des sentinelles. On met tranquillement en place des notions de premiers soins psychologiques. Là, nous, on a la chance à Montréal d'avoir Mme Coulombe, Josée Coulombe, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui ont implanté ces programmes-là, mais c'est vraiment à géométrie variable dans la province. On a des compagnies ambulancières qui ont 1 camion, 8 travailleurs. On a Urgence Santé qui est le 4e plus gros système en Amérique du Nord. Donc, c'est très, très, très varié comme système. Donc, tous nos paramédics n'ont pas accès aux mêmes ressources. Puis, ultimement, le gros morceau qui manque, nous, pour prendre en charge de nos paramédics, c'est vraiment
avoir accès à la thérapie. Parce que dans le système de santé, je l'ai dit tantôt, ça prend 1 an à avoir accès au service. Par contre, si les gens logent une demande à la CNESST, et que la CNESST reconnaît leur dossier, hop, là, le système de santé à 2 vitesses embarque. Parce que la CNESST, elle, paie les traitements. Donc, si le travailleur arrive à son CLSC avec une reconnaissance de son état par la CNESST, rapidement, il va avoir accès à des thérapeutes. Bon, encore là, il faut se questionner sur l'expertise des thérapeutes parce qu'on le sait, le profil du post-trauma des intervenants d'urgence, ce n'est pas nécessairement un profil de post-trauma classique. Puis je suppose, là, vous êtes mieux que moi pour le savoir, que tout le monde, comme clinicien, on est probablement généraliste dans tout, puis on est spécialisé dans certaines choses. Là, je suppose que ça ressemble à ça. Fait que forcément, les gens ne sont pas tous des spécialistes de la thérapie cognitivo-comportementale ou autre qui nous permet de remettre rapidement nos travailleurs sur la voie. Fait que c'est le bout qui nous reste de notre côté à attacher, de trouver des façons que nos gens aient accès à ça. Ça conclut pas mal ma présentation. À vous des questions? C'était pas trop bourratif? Ça va? Oui, parfait. Donc, Stéphanie, maintenant, va... en fait, est la suite de mon problème et ma solution. Fait que je la laisse vous jaser. Oui, merci. Dans le fond, je vais faire du pouce sur ce que Jean-François vient de dire. Je vais terminer un peu son histoire du paramédic qui fait un peu plein d'interventions. Souvent, quand il arrive chez eux, effectivement, sa conjointe va probablement rentrer en conflit avec lui. Et la conjointe va partir d'un bord et le conjoint de l'autre côté parce que c'est encore problématique. Et ce que va faire souvent le professionnel, c'est d'aller prendre de l'alcool. Donc, d'aller boire. Et pourquoi? Parce qu'il doit gérer son anxiété, il doit gérer ses émotions qu'il a vécues toute la journée, en plus de vivre toutes les émotions et l'anxiété qu'il va vivre en arrivant à la maison. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens en parlent peut-être moins ou peu, mais c'est quand même présent dans les milieux. Et là, j'ai dit, il arrive à la maison, il boit, il est seul, donc il boit en étant isolé. Donc, il n'y a pas grand monde qui le voit non plus. Jean-François, il l'a dit à la fin, la personne en devient à avoir une détresse psychologique. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Où on l'envoie? Est-ce qu'on l'envoie à son CLSC? Est-ce qu'on l'envoie à l'hôpital de sa région? Non. Pourquoi? Parce qu'il vient d'amener plein de clients à l'hôpital, il vient d'amener des clients au CLSC, et cette personne-là ne veut pas être vue, ne veut pas être... dans le fond, ne veut pas rencontrer quelqu'un qui a sauvé ou qui a embarqué. C'est pourquoi la vigile existe. La vigile, c'est un milieu communautaire à but non lucratif qui se spécialise dans le milieu, nous on dit porteur d'uniforme, donc autant pour les militaires, les paramédics, les policiers, les pompiers, dans le fond vraiment toute la gamme là, de ces métiers-là. Et ça se situe à Québec. On a une capacité de 30... c'est pas vrai, excusez. On a une capacité de 15 lits. Donc, 4 pour les femmes et 11 pour les hommes. Pourquoi plus pour les hommes? Parce qu'encore aujourd'hui, c'est connu que ces métiers-là, c'est une majorité d'hommes. Et il existe encore aujourd'hui moins d'organismes aussi pour les hommes. Donc, on voulait vraiment aller chercher cette clientèle-là plus spécifiquement. C'est la seule organisme en Amérique du Nord. Donc, on est une maison de dépendance et une maison de répit. Pour les personnes qui viennent. Donc, ils peuvent venir autant pour essayer, dans le fond, d'arrêter leur consommation, vraiment faire un arrêt, ou bien ils peuvent venir chez nous aussi pour apprendre des trucs, des outils pour la gestion d'émotions, la gestion d'anxiété, la gestion des symptômes post-traumatiques. Là, je ne sais pas si... OK, je vais y aller avec ça. Il faut savoir que chez nous, nos professionnels, c'est vraiment des professionnels de la relation d'aide. Donc, c'est-à-dire, c'est des travailleurs sociaux, c'est des criminologues, c'est des éducateurs spécialisés, c'est des gens qui viennent du milieu de la toxicomanie, mais ce n'est pas des psychologues ni des psychothérapeutes. Donc, on ne fait pas de la thérapie, on ne traite pas la dépression, on ne traite pas le post-traumatique, on donne des outils, on diminue l'anxiété, on diminue les symptômes, on aide à la reprise des saines habitudes de vie. Donc, manger, dormir, ce que tu ne fais plus quand tu es en détresse, OK? On aide aussi, il y en a parfois qui arrivent chez nous, ils se brossent
presque plus les dents, ils ne se lavent plus. Oui, ça arrive même dans ces métiers-là que les gens se rendent là. Donc, nous, on va remettre ça en place. Pourquoi? Pour qu'ensuite, ils puissent reprendre soit leur suivi ou on va sinon les référer vers un suivi pour que là, ils puissent être traités pour leur post-trauma, pour leur dépression, pour leurs problèmes de santé mentale. Mais des fois, il y en a que là, c'est plus possible parce que l'alcool est présent, parce que la drogue est présente aussi et parce que les symptômes sont trop présents. Ce qu'on offre, c'est des ateliers, dans le fond, éducatifs. Donc, on a un programme de 4 semaines. Les gens viennent chez nous 30 jours. Ils peuvent venir, sont logés, nourris durant le 30 jours. Donc, c'est fermé. On enlève les cellulaires, les portables, tout ce qui peut avoir accès à l'extérieur. Pourquoi? Pour qu'ils se sentent sur eux, pour qu'ils vraiment se concentrent sur eux et qu'ils prennent des décisions, qu'ils puissent vraiment là, faire un ménage durant 1 mois. On a des périodes de parole tous les matins, donc les gens se rassemblent. J'ai dit tantôt qu'il y avait des paramédics, des policiers, des militaires, etc. Nous, on mélange tout ce beau monde-là parce que, de un, sur le terrain, ils sont tous mélangés, mais des fois, il se crée des tensions entre les corps de travail. Et quand on les mélange ensemble, on se rend compte que finalement, ils vivent un peu tous la même chose, à des différences près quand même. Mais ça permet de dire « Wow, je suis pas toute seule », puis finalement, on fait tous un peu la même chose, puis on est tous humains derrière notre uniforme. C'est ça qu'on veut leur montrer aussi. Donc, il y a 2 rencontres par semaine avec une intervenante, comme je vous disais tantôt. Nous, on utilise l'approche biopsychosociale. Il y a des infirmières sur place. On a la visite d'un médecin aussi, si la personne a besoin. On a des cuisiniers. D'ailleurs, on est comme, je sais pas, les gens adorent la nourriture. Fait que, il y en a qui reviennent juste pour ça. Là. non, c'est pas vrai. Mais ça aide. En tout cas, ça aide à ce que ils se sentent mieux quand ils arrivent chez nous. On a une salle d'entraînement. Pourquoi? Parce que les métiers d'uniforme, les gens doivent être en forme et on le sait, c'est un bon moyen pour se décharger, donc décharger l'adrénaline, décharger aussi le stress, l'anxiété. Donc, on est pas mal à l'affût de ça. Et sur notre programme interne, ça représente environ 10 % de notre clientèle, les paramédics. Il faut savoir que la clientèle paramédique, on les a approchés depuis à peu près 2-3 ans. Donc, c'est sûr qu'on est encore à aller au-devant de cette clientèle-là encore aujourd'hui. Pour ce qui est de la présence d'idéation suicidaire, oui, ça arrive, autant avant qu'après. C'est l'infirmière qui est sur place, nous, qui fait l'évaluation de la personne avant qu'elle vienne. Si dans l'évaluation, donc nous, nos intervenantes sont tous formées sentinelles, donc ils ont eu la formation de 3 jours, ainsi que les infirmières. Si elles cotent orange ou rouge, on doit l'envoyer vers un autre service, donc soit l'hôpital, le centre de prévention du suicide, centre de crise. On comprend bien qu'on ne peut pas les accepter. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'elles doivent suivre les ateliers éducatifs et aussi parce que sinon, il s'apprend la présence de personnes qualifiées pour assurer la sécurité. Donc, si cote vert et jaune, on peut l'accepter à ce moment-là. Et il faut savoir aussi que si elle a été hospitalisée en psychiatrie, on doit attendre 1 mois avant de l'accepter chez nous. Donc, on doit s'assurer qu'elle est quand même apte à venir chez nous puis à être relativement autonome. Donc, on doit attendre absolument 1 mois qu'elle soit sortie de psychiatrie. Ensuite, là, on pourra l'intégrer. Ça ressemble pas mal à ça. Puis, ouais. D'ailleurs, pour l'évaluation suicidaire, il y a une évaluation qui est faite au moment de l'évaluation de la personne avant qu'elle arrive. Il y a une évaluation qui est faite quand elle arrive chez nous. Si on se rend compte qu'elle a des idées suicidaires quand elle est présente chez nous, nous, dans le fond, on va la garder plus à l'interne s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas d'événement imminent là, ou de facteur qui va faire en sorte que la personne va être à risque de passer à l'acte. L'intervenante qui est sur place va aussi la rencontrer 2 fois. En fait, on va vérifier à tous les jours là, si la présence et le danger. Ensuite, on a le service externe. C'est notre 2e service qu'on offre.
Et c'est un service qui fonctionne un peu comme un PAE, donc on l'appelle, nous, le PAPV, le programme d'aide aux personnes vigiles. Ce programme-là, les gens peuvent appeler. Donc, la même chose, le paramédic, par exemple, qui est en détresse, nous appelle. Ça m'est arrivé hier. Il dit là, ça va pas, j'ai eu une grosse intervention, j'ai pas le goût de retourner travailler, je sais plus quoi faire. Je pensais que ça allait bien, j'ai déjà consulté un psychologue, etc. Bon, on va vérifier avec lui. La personne ne veut pas nécessairement arrêter de travailler ou ne veut pas nécessairement là, venir chez nous un 30 jours. C'est quand même impliquant de venir. Donc, nous, ce qu'on va lui proposer, c'est de dire, regarde, nous, on a des contacts avec des professionnels du milieu de la santé, des services sociaux, donc et au privé. On a des contacts avec des psychologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux, mais les paramédics, en fait, dans leur corps de travail, nous, on peut les référer vers des psychologues et des psychothérapeutes seulement. Dans d'autres corps de métier, on peut les référer vers d'autres types de professionnels, mais les paramédics, c'est un peu plus spécifique. Et ce que ça fait, c'est que, dans le fond, nous, on a une entente avec le fonds Éric Charbonneau. Donc, la Vigile a une entente avec ce fonds-là. Éric Charbonneau, en fait, c'est un ancien paramédic qui s'est suicidé. Et on a, nous, un monsieur sur notre CA qui a décidé, suite au décès de M. Charbonneau, de dire « Hey, mais il se passe quelque chose dans nos milieux de travail et il faut faire absolument quelque chose pour les paramédics. » Et d'où le nom, le fonds Éric Charbonneau. Les paramédics, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un peu de l'argent, comme un PAE, ils mettent de l'argent dans un fonds qui s'appelle le fonds Éric Charbonneau. Et ça assure que si un jour, ils ont besoin du service de la vigile, soit par le service interne, soit par le service externe, ils vont pouvoir y avoir accès, et ce, gratuitement. Parce qu'il faut savoir, c'est que pour venir chez nous, ça coûte 5 000 $ à l'interne, et à l'externe, ça coûte le prix du psychologue ou du psychothérapeute. Donc, ça peut varier entre 95 et 150, des fois 160 $, et ça peut devenir cher. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que des fois, les travailleurs ne savent pas trop pourquoi ils cotisent à ce fonds-là, mais la journée où ils ont besoin du service, ils font « Hey, aujourd'hui, je ne pensais pas l'utiliser, mais finalement, je suis vraiment contente d'avoir cotisé à ce fonds-là parce que j'ai accès à des séances gratuites et il n'y a pas de limite à ce jour à ces séances-là. » Ce qu'on va faire avec la personne, c'est qu'on va quand même lui demander de vérifier auprès de ses assurances quelle partie peut couvrir les assurances. Puis ensuite de ça, on va tomber dans le fonds Éric Charbonneau pour assurer là, les séances gratuites. Et ça fait partie, en fait, en ce moment, ça représente 26 % de notre clientèle. Et je vous dirais que ça augmente quand même dans les derniers mois. On a de plus en plus d'appels de paramédics. Le bouche à oreille, ça fait beaucoup. Là. Je pense que pour venir chez nous, c'est beaucoup du bouche à oreille. « Hey, je suis allée, moi, ça m'a aidé. » Ou « j'ai fait appel, j'ai appelé, on m'a vraiment écouté. » Puis, ce qu'on s'assure aussi, c'est que les professionnels connaissent quand même le milieu organisationnel et savent c'est quoi l'état de stress post-traumatique et ses composantes, ainsi que toute la charge mentale du travail dans ce milieu-là. La chose, j'en ai beaucoup parlé, mais l'autre chose aussi, il faut savoir que notre maison, c'est la seule à ne pas accepter de personnes ayant un casier judiciaire, sauf s'il y a eu alcool au volant. Parce que, vu qu'on est une maison de dépendance, on serait un peu... en tout cas, il y en a beaucoup qui ne viendraient pas. Il y en a plusieurs qui ne viendraient pas, sauf que le casier judiciaire, on le sait, autant les policiers, les paramédics que les militaires, des fois, ils ont côtoyé certaines personnes du milieu judiciaire ou qui ont arrêté des personnes, qui ont amené des personnes à l'hôpital, qui sont nous, on assure la confidentialité de la personne jusqu'à ce niveau-là. Donc, on assure qu'il ne rencontrera pas quelqu'un qui a arrêté, qu'il ne rencontrera pas quelqu'un qui a sauvé. Donc, vraiment, on essaie le plus possible. Les raisons que les gens demandent de nos services, donc on en a beaucoup parlé, je pense, aujourd'hui, la charge mentale due au contexte de travail, donc le manque de reconnaissance, les heures obligatoires, etc. Là, je ne reviendrai pas sur tout ça. La réticence à se tourner vers les services du milieu de la santé et des services sociaux, j'en ai parlé aussi. La confidentialité
rupture conjugale, souvent, c'est c'est comme la grosse goutte, là, mais derrière tout le reste qui vient avec. Mais souvent, ils vont décider de venir chez nous parce que là, la conjointe, elle veut plus, ça ne tente plus. Ça ne tente plus de le voir boire, ça ne tente plus de le voir consommer, ça ne tente plus d'avoir des paroles agressives parce que souvent, ben, le stress amène de l'impulsivité, amène de l'agressivité, amène des paroles qui dépassent la pensée, qui dépassent... Puis, ils deviennent, des fois, tu sais, ce qu'on entend, c'est ben je l'ai brassé, mon petit, ou j'ai crié après mon petit, il a eu peur, s'est sauvé. Et là, la conjointe fait « c'est fini ». Et là, il fait « oh boy, j'ai vraiment plus rien, puis ça va pas ». Et c'est à ce moment-là qu'il va demander de l'aide souvent. Symptômes d'anxiété, dépression, stress post-traumatique, difficulté à les gérer, perte de sens, incapacité à prendre des décisions, négligence globale, augmentation de la consommation d'alcool, drogue, anxiété, puis désorganisation dans les différentes sphères de vie. OK, bien, merci tout le monde pour votre attention. On espère que vous avez été un peu éclairés par la réalité des paramédics au Québec, leur détresse et à quoi ressemble leur comportement suicidaire à ce jour. On a peut-être quelques recommandations. Moi, j'en ai quelques-unes par rapport à la recherche future. C'est certain, les facteurs de risque sont beaucoup étudiés. Par contre, les facteurs de protection, eux, le sont peu. Je suis en train d'un petit peu de creuser cette piste-là. J'espère que je ne serai pas tout seul à le faire et qu'on pourra en identifier plus pour proposer des pistes intéressantes en prévention. Et aussi peut-être des recherches longitudinales qui vont suivre des étudiants paramédics, c'est-à-dire avant la diplomation et après la diplomation, pour mieux comprendre la trajectoire qui va mener certains d'entre eux au comportement suicidaire. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Bon, ben, on vous remercie.